des forces de la communauté d'Afrique de l'Est ont décidé que le retrait des rebelles du mouvement du 23 mars, des espaces que ces derniers d'ailleurs occupent dans l'Est de la République démocratique du Congo, s'échelonnera sur une période de 30 jours, le jour J étant fixé au 28 février 2023. Cette décision a été prise lors d'une réunion tenue le 9 février. L'émission de For You Matin avec notamment le concours de nos invités. Ils seront deux. Prenons d'ailleurs le premier, confortablement déjà installé. Il s'agit de M. Tapé Grobera. Il est enseignant. Il est par ailleurs, bien sûr, le président de la plateforme panafricaniste, Mouvement pour la Renaissance de l'Afrique, une plateforme à l'abrégé MORAF. Bonjour à vous, M. Tapé Grobera, et bienvenue. Merci, M. Baudelaire. Je salue la direction de For You Media, je salue les techniciens ainsi que les auditeurs, auditrices. Merci pour cette invitation de ce matin. Voilà, à côté de M. Tapé Grobera ce matin, nous aurons également l'expertise de M. Stéphane Katala. Il est congolais, résident du côté du Cameroun. Il nous apportera également sa grille de lecture sur ce retrait annoncé de la part d'ailleurs des mouvements du 23 mars. Bien avant de vous passer la parole, M. Tapé Grobera, allons voir ce que ça donne exactement. On parle bien sûr de ce calendrier étalé sur 30 jours, le calendrier établi à l'issue de cette rencontre tenue à Nairobi le 9 février dernier. Le retrait donc officiellement se fera en 3 principales étapes, comme d'ailleurs le présentent les états-majors de l'EAC. Première étape, il faut clairement le dire, elle concerne particulièrement 2 localités en particulier. On parle notamment des villes de Kibambu ou encore de Rumangaba. Une étape qui s'étalera du 28 février au 10 mars prochain, comme vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir. La deuxième étape, quant à elle, concerne principalement les zones centrales du Nord Kivu ainsi que les zones situées autour du parc de Virunga. L'étape, elle s'étale du 13 au 20 mars prochain. De toutes les façons, ce sont les indications jusqu'ici données par l'EAC. La dernière étape, celle qui devra donc acter définitivement le retrait des rebelles du M23 du côté de la République démocratique du Congo. C'est celle qui se concerne principalement 3 localités. On parle entre autres des localités du Rutshuru, de Kiwanja ou encore de Bunagana. Voilà, j'y arrive. Une 3e étape qui ira du 23 mars au 30 mars de la même année. Voilà donc les 3 principales étapes relevées, un retrait qui se fera sur 30 jours, le jour J étant fixé notamment au 28 février prochain. Pour tenter de mieux comprendre les contours qui, on va le dire comme ça, marquent un tout petit peu ce retrait annoncé du M23. Alors, de votre côté, M. Tapé Grobera, faut-il se montrer optimiste au regard notamment de tout ce qui est fait, ce calendrier qui a été sorti par les chefs d'état-major de défense de l'EAC, ou alors il s'agit d'une nouvelle fiction? Merci, M. Ngem. Honnêtement, j'aurais souhaité être optimiste, mais avec cette rébellion qui est téléguidée de l'extérieur, parce que c'est ça aussi le véritable problème, parce qu'il ne faut pas oublier que déjà mercredi 23 novembre 2022, il y a eu une réunion à Luanda, ce qu'on appelait le ministre sommet de Luanda. À cette réunion, les éléments que vous venez de citer ont été évoqués. Et à cette même réunion, on avait donc demandé que les rebelles du M23, qui n'étaient pas présents à la table, comment on appelle, de négociation. Oui. Par contre, c'est le ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui a paraphé en leur nom, ce qui montre véritablement que c'est le Rwanda qui soutient cet élément. Autre élément à évoquer, lorsque nous avons feuilleté le document, il y a le paragraphe 8 du document. Donc la version française différait de la version anglaise. Dans la version anglaise, il était marqué que en plus du M23, on parle de FDLR, c'est-à-dire ce mouvement Hutu, enfin je vais prendre l'expression en griffe Hutu, qui est contre le président Kagame. Et donc le président Kagame
du Rwanda a décidé qu'on mentionne cet élément-là. Alors que dans la version française, le nom de FDL n'est pas mentionné. Oui. C'est pour dire que le parrain du M23, à savoir M. Kagame et le Rwanda, pour eux, ils ont une vision qui est simple. C'est le Congo, la RDC, qui alimente ou bien qui aide ou bien qui soutient le FDL pour les combattre, alors que le M23 se trouve chez lui, parce que dans l'imaginaire, je ne sais pas, de M. Kagame, les gens du M23 qui sont des Tutsis, si on prend l'expression usitée, sont chez eux au Congo. Alors que dans l'esprit, dans la version, dans la vision des gens du RDC, oui, le FDL qui ne soutiennent pas, selon eux, mais que le mouvement M23 est soutenu par le Rwanda et donc occupe illégalement ce territoire. Vous voyez déjà, quand je parle déjà du mercredi 23 novembre 2022, un document a été signé. Déjà, il y a deux visions signées et donc qui ont été actées. Oui. Et de ce moment-là, dans ce document aussi, il a été mentionné que le M23 devait démobiliser et devait désarmer et être sous l'autorité, oui, des forces des FARD, c'est-à-dire des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc je parle de novembre. Jusque-là, rien n'a été fait. Maintenant, ce sommet de Nairobi qui a eu lieu à Nairobi au Kenya, est-ce que ce n'est pas encore un sommet de trop? Parce que véritablement, on ne fait que répéter la même chose. Outre cela, la question est qu'est-ce que le M23 reçoit en retour? Parce qu'au mini-sommet de Luanda, l'exigence, c'est qu'on demandait à M. Tshisekedi de recevoir les gens du M23. D'ailleurs, le porte-parole du M23, M. Lawrence, a dit, et je vais le citer, nous voulons un dialogue direct avec le gouvernement pour qu'il s'attaque aux racines du... Votre micro. Un régime, oui, légal qui doit forcément discuter avec une rébellion qui est même une rébellion extérieure. On aurait souhaité, si c'est une rébellion qui était congolaise, oui, mais c'est une rébellion rwandaise. Donc la question qu'on se pose, qu'est-ce qui a été promis au M23? Si ce qui a été promis jusque-là n'a pas pu avoir d'effet, comment pouvons-nous espérer que le M23 va désarmer? Première question. Deuxièmement, je pense qu'il faut demander au Rwanda ce qu'ils veulent exactement, parce que ce sont eux les mandants du M23. Puisque lors du mini-sommet du Rwanda, les chefs d'État ont été étonnés de voir l'armement sophistiqué, ça c'est dans le rapport, l'armement sophistiqué des gens du M23. Comment les gens qui vivent dans la brousse ont pu se procurer des armes sophistiquées, à tel enseigne qu'ils arrivent même à battre l'armée régulière congolaise, et ensuite avec l'aide de la MONUSCO. Vous voyez, il y a différentes sortes de questions qui font que nous nous interrogeons si véritablement nous pouvons croire encore à cette parole. Est-ce que c'est les gens du M23 eux-mêmes qui ont paraphé ce document-là? Ça, c'est ma question à laquelle je souhaiterais véritablement avoir une réponse. Ou bien encore, est-ce que c'est le ministre des Affaires étrangères ou bien alors le gouvernement rwandais qui a signé à leur place? Parce que là aussi, on peut dire quelque part qu'ils peuvent revenir pour remettre en cause ce qui a été dit pour dire qu'eux ne se sentent pas concernés. Vous voyez, c'est ça la duplicité qui se dégage derrière cette histoire. Monsieur Tapé Grobera, vous relevez quand même des points suffisamment importants. Vous parlez de ce que gagnerait le M23 à se retirer du côté, ou du moins à officialiser donc son retrait des espaces occupés du côté de la République démocratique du Congo. Cependant, on remarque quand même, vous l'avez d'ailleurs relevé, que ces sommets se tiennent généralement en l'absence des représentants du M23. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser que justement ce retrait-là coince parce qu'à un moment donné, ces rebelles ne sont pas invités sur la table des discussions? Bon, en fait, en question de forme, en réalité, les rebelles ne doivent pas, si les gens sont cohérents, oui, ce n'est même pas une rébellion qu'il faut convoquer. C'est-à-dire, oui, on s'organise et on boute la rébellion hors. Puisque dans l'esprit des États,
On ne discute pas avec des voyous, on ne discute pas avec des rebelles, on ne discute pas avec ça. Ça, c'est par principe. Oui. Mais une rébellion telle dont je l'ai décrit tout à l'heure, avec ce qui a été constaté au niveau, par exemple, à Luanda, en Angola, oui. On s'est rendu compte qu'ils ont des armes sophistiquées. Ce qui veut dire, ce que nous savons, c'est qu'on ne peut pas avoir des armes si ce n'est pas une commande qui a été faite par un État. C'est ce qu'on nous a dit. Et on va rester sur le principe en supposant que c'est vrai. Mais quel est l'État qui permet aux gens du M23 d'avoir ces armes? Donc, pour moi, il y a deux pistes. Soit on fait un sommet réel, citable entre le régime du Rwanda et celui de la RDC. Chacun doit dire ce qu'il veut réellement. Oui. Et voilà, je pense qu'il ne suffit pas de tourner autour du pot. Ce n'est pas le M23 n'est qu'un petit mandataire. Le vrai, c'est M. Paul Kagame. Quels sont ses réels désirs dans cette situation? Parce que lui, comme je dis dans le document du 23 novembre dernier, du mercredi 23 novembre 2023, il a fait part, c'est-à-dire que dans la version anglaise, quand on prend le chapitre 8, il parle de FDLR, c'est-à-dire que, en fait, ceux qui étaient au pouvoir à l'époque, au temps de Abiyarimana, ils sont constitués aujourd'hui d'une rébellion et qui inquiètent le régime de M. Paul Kagame. Est-ce que c'est véritablement ceux-là qui sont problématiques pour lesquels il va dans un territoire qui n'est pas le sien, à savoir la RDC, pour commettre ces infractions, pour mettre ces personnes en exil, ou bien il y a autre chose? Parce que n'oublions pas que, comme l'a dit le chef d'état-major, M. Sylvain Nkenge, des forces armées, il y a aussi une question de survie, puisque dans cette zone, c'est une zone qui est riche. Vous voyez, nous avons le coltan, nous avons tout ça. Est-ce que dans cette zone, ne voyons-nous pas aussi ces intérêts en dehors de l'élément géostratégique? Est-ce qu'il n'y a pas la question aussi des ressources? Voilà donc ces différentes questions. J'ai l'impression, ça c'est une analyse que nous faisons, nous avons l'impression que on veut résoudre un problème sans véritablement toucher les vrais problèmes. Et on a l'impression que en disant au M23, écoutez, il faut que vous partiez, maintenant on vous donne un délai de 2 semaines, de 20 jours, de tel jour, je vais quitter. Mais il faut d'abord savoir, parce que, comme je l'ai dit, M. Lawrence, qui s'est exprimé, il dit qu'il faut toucher la racine du problème. Rappelons-nous que le M23 a été créé en 2013, et enfin ils ont été créés avant. Ils ont été battus par l'armée régulière en 2013, ils avaient disparu, et puis subitement ils sont apparus en 2020. Donc pendant tout ce temps-là, ayant été battus, comment se sont-ils reconstitués? Comment ont-ils pu revenir? Et ils sont revenus plus forts avec des armes sophistiquées dont au risque de me répéter. Donc pour moi, il y a un vrai problème ou bien les vrais problèmes qu'il faut toucher. Soit on fait le distinguo, on fait venir les gens du M23, on leur demande, parce que leurs revendications, il n'y a aucune revendication. Tout ce qu'ils demandent, c'est un dialogue direct. On a l'impression que pour eux, le fait de démobiliser et d'intégrer ces éléments dans l'armée régulière, ça suffit. C'est l'impression qu'ils donnent. Ce n'est pas la vraie revendication. Nous savons qu'il y a quelque chose derrière. On ne peut pas, rien que pour ça, prendre des armes et faire déplacer les populations. Voilà donc ce que nous tenons à voir dans cette situation. Et c'est pour dire que nous ne pensons pas, ce n'est pas de manière béate que nous le disons, mais nous souhaitons souhaiter que la vérité soit de ce côté-là, que les gens qui signent des documents puissent véritablement respecter leurs paroles, mais telle que la situation se présente, nous avons peur que tout cela ne soit qu'encore un autre sommet, alors que les populations souffrent. Si vous regardez bien, on est maintenant près de 30 ans que dans cette situation, nos parents congolais, nos mamans, nos soeurs sont en train de mourir rien que pour des raisons géostratégiques, pour des raisons de ressources minières, pour des raisons de conflits qui ne regardent même pas ces populations. Et aujourd'hui, la soi-disant communauté internationale qui fournit des armes à l'Ukraine aurait dû fournir des armes à l'armée régulière pour bouter hors tous ces rebelles. Mais qu'est-ce qu'on fait? On demande à ce que les gouvernements légaux discutent avec les rébellions. C'est que eux, ils n'acceptent pas. Qui arme ces rebelles pour qu'ils aient des armes aussi sophistiquées? On devait, ceux qui ont l'habitude de se faire des sanctions, c'était l'occasion rêvée de sanctionner ce pays
ou bien cet État, ou bien ces États qui donnent des armes à ces rebelles et qui ont fait plus de 6 millions de morts. Parce que n'oublions pas, aujourd'hui on parle du génocide comment on appelle, des Juifs, mais le Congo, en moins de 30 ans, on a plus de 6 millions de morts. Merci à vous, M. Tapé Groubera. En gros, nous retenons qu'il faudrait se poser les bonnes questions. Qui arme les rebelles du M23? Qu'est-ce que ces rebelles-là gagneraient à quitter l'Est de la République démocratique du Congo? Merci à vous, M. Tapé Groubera, pour votre expertise une nouvelle fois. Merci. Voilà. À vous. Merci pour l'invitation. Voilà, Stéphane Katala s'excuse. Malheureusement, il ne pourra pas nous rejoindre dans le cadre de cette émission de For You Batin, mais ce n'est que partie remise, puisqu'on espère le retrouver au courant de la semaine prochaine. Voilà donc, votre matinale se poursuit sur les antennes de For You Media Africa, avec notamment les différentes tranches d'informations offertes par la grande équipe de la réalisation, le journal de l'Occident, le journal de l'économie, le tout à l'image. C'est tout de suite.